On peut baisser la... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes sur Facebook en direct, également sur Radio Fréquence Atlantique avec ces trois fréquences, 88.3, 89.6, 105.9. Et puis, on peut suivre également sur RFA Radio.fr, donc sur le net. Dans quelques secondes, nous allons commencer notre émission hebdomadaire. Voilà, alors, voilà, on y va. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Yvon, merci Thierry, merci Jo qui sont dans le studio avec moi à la technique. Donc, nous nous retrouvons le dimanche de 8h30 à 12h45 à 11h45. La première partie qui est sur Facebook en direct. Je présente les informations. Et la deuxième partie qui commence à 9h30, eh bien, nous sommes principalement sur le net et vous avez possibilité de participer aux échanges interactifs donc en téléphonant au 0596 03 14 03, quel que soit le continent sur lequel vous êtes installé à nous écouter. Alors, aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, commencer par une synthèse globale. Alors, en tenant compte des remarques que vous nous avez faites, nous avons un peu modifié le schéma traditionnel de notre émission du dimanche, puisque vous savez, avant, nous nous contentions de commenter les grands faits d'actualité par continent. Et avec l'évolution de la situation politique en Martinique, nous avons fait un certain nombre d'émissions spéciales, par exemple sur le coronavirus, sur les événements politiques, la répression policière, et en tenant compte de vos remarques. Donc, nous avons préféré un format différent où nous faisons l'analyse nationale et nous intégrons les faits d'actualité au cours de cette analyse, justement pour permettre de placer les événements qui se déroulent en Martinique dans un contexte plus global. Alors voilà, avant de commencer toutefois, je veux rectifier un lapsus que j'avais fait en réécoutant l'émission de dimanche dernier. J'avais parlé de Amical Cabral comme dirigeant de la révolution angolaise, mais en fait c'est en Guinée-Bissau et Cap-Vert qu'il a travaillé. Bien entendu, le dirigeant angolais c'est Agostinho Neto. C'était donc un lapsus que je tenais à corriger. Donc nous allons commencer par parler de la situation nationale et notamment des événements de dimanche dernier. Vous vous souvenez que j'avais présenté ce 2 août-là comme une journée qui pouvait être charnière dans l'évolution politique de notre pays. Il y avait des risques d'affrontements violents entre des fanatiques qui avaient été poussés par des irresponsables politiques, leur ayant fait croire que les militants voulaient s'attaquer à Césaire. Et puis, donc, ces militants qui tenaient à faire une action pour
dénoncé l'existence de la porte du tricentenaire qui célébrait la colonisation en Martinique. Mais fort heureusement, il y a eu une mobilisation de personnes responsables qui ont permis que cet affrontement n'ait pas lieu. Tout à l'heure, nous allons expliquer ce travail qui a été fait en amont, mais toujours est-il que nous nous posions la question, est-ce que ce dimanche serait quelque chose de positif pour notre peuple, ou au contraire, est-ce que ce serait une paille sombre? Déjà, dimanche dernier, nous disions que les éléments laissaient penser qu'on allait surmonter l'épreuve. Et puis nous disions, attendons de voir la fin de la matinée pour avoir un jugement définitif. Eh bien, nous pouvons dire que ce dimanche 2 août a été une victoire historique du peuple martiniquais et dans bien des aspects de ce qui s'est passé, cette journée a permis une clarification du débat politique et ouvre le champ à des choses absolument positives pour notre pays. Alors, on va commencer par parler du coup de monsieur le préfet représentant le gouvernement français en Martinique. Vous vous souvenez qu'à 4 heures du matin la veille, il avait pris un arrêté pour interdire toute manifestation. Nous avions expliqué que ce coup, il le prenait parce qu'il était informé du fait qu'il n'y aurait plus d'affrontement. La réconciliation était pratiquement bouclée entre les forces les plus opposées. Et puis qu'il voulait profiter pour faire croire que les Martiniquais sont incapables de s'entendre et que, heureusement, le papa de l'autre bord était là pour éviter un affrontement sanglant. Mais le coup a échoué. Alors, il y a des gens qui disent que le préfet a fait une erreur, il a fait un mauvais coup. Ce n'est pas du tout ainsi qu'il faut le voir. Il faut comprendre que nous sommes dans un jeu d'échecs. Le jeu qui permet aux deux forces de s'affronter, de calculer, et que vous avez des gens tout à fait conscients, des gens tout à fait instruits, intelligents qui s'affrontent. Le préfet n'a pas fait une erreur, il a fait un coup, il a joué son coup d'après les éléments qu'il avait. Mais ce qui s'est passé, c'est que le coup a échoué parce qu'en face, les Martiniquais ont déjoué la manœuvre et ont bien placé leur pion sur l'échiquier de façon à désamorcer les manœuvres des poussés d'Ifé, hein, de ceux qui cherchaient l'affrontement, et donc faire échouer la tactique du préfet. Mais la partie est loin d'être finie. C'est un homme qui a été affecté pour un travail qu'il est tout à fait capable de faire, qui a des moyens institutionnels, qui analyse, qui a des services de renseignement et qui s'est rendu compte que le coup a échoué, mais qui prépare déjà l'autre coup. La partie est loin d'être finie. Le gouvernement français se prépare à écraser le mouvement de contestation en Martinique, le mouvement qui vise à l'émancipation. Notez sur votre agenda déjà la date du 27 août, puisqu'ils ont choisi de faire un nouveau procès le 27 août contre les militants anti-chlordécone qui réclament que les coupables du crime d'empoisonnement soient punis. Ils ont choisi de faire un procès contre des gens qu'ils ont agressés violemment de façon à effrayer les militants. Et bien entendu, le mouvement qui se renforce pour contester la politique coloniale ne va pas rester inactif. Mais c'est dire que le gouvernement français se prépare pour continuer la partie définitive. Et c'est là qu'il est important que tout militant, que toute personne dans le peuple martiniquais qui lutte pour essayer d'émanciper notre peuple réalise l'importance des questions internationales. Nous avons publié dans le journal en ligne Gigambout une analyse
du rapport de force entre le gouvernement colonialiste français et ses colonies. Nous vous invitons, pour ceux qui ne reçoivent pas encore ce journal en ligne, à vous reporter au site www.jcambouttv.com et le journal est en ligne, vous pouvez le télécharger. Dans cet article auquel je fais allusion, nous faisons allusion à cette réalité que pour le gouvernement français, pour le pouvoir colonial français, maintenir sa domination sur les colonies dans la Caraïbe, donc particulièrement Martinique, Guadeloupe et Guyane, c'est une question de vie ou de mort, qu'ils ne vont pas lâcher le morceau. Parce que cet impérialisme régnant qui collaborait avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, pour dominer le monde, il est dans une situation très difficile. Le bloc impérialiste occidental est en train de se fissurer parce que les États-Unis, avec leur fameux Donald Trump, bafouent les accords, les droits internationaux et laissent l'Europe plonger pour essayer de sauver la puissance américaine. La Grande-Bretagne, qui était également un allié de poids dans cette présence coloniale, est sortie du bloc de l'Union européenne. À l'échelle internationale, la France s'appuyait sur trois zones stratégiques, l'Afrique, la Caraïbe, l'Amérique centrale et l'Asie, Asie-Pacifique, pour assurer sa domination. Qu'est-ce qui se passe? En Afrique, la France est très fortement contestée. On a à pleurer la mort d'un jeune Martiniquais envoyé au Mali pour le compte de l'armée française. Mais l'armée française ne pourra pas rester au Mali. Les manifestations pour le départ des impérialistes français sont incontrôlables. Ils avaient, les Français, fait jouer leurs relations avec d'autres chefs d'État africains, ceux qui font partie de la CEDEAO, pour essayer de trouver un compromis pour que reste en place le président avec lequel ils s'entendent, qui autorise l'arrivée des troupes françaises. Cette médiation-là a échoué et le peuple malien continue à lutter. Et on sait bien que si le Mali tombe, il y aura un effet domino. Bien, donc, on a dit 3 zones stratégiques qu'ils contrôlaient. Leur présence est contestée en Afrique. En Asie, comme dirait l'autre, pas même balayer, puisque la puissance chinoise et les autres pays émergents comme l'Inde, Singapour, etc., vont balayer la présence économique et financière des impérialistes français dans la région. Le mouvement est irréversible. Donc, la zone Caraïbe et Amérique, c'est une question de vie ou de mort pour le gouvernement français, pour l'État colonial. Ils ne vont pas permettre à des minorités qu'ils croient définitivement coupées du peuple de continuer à émerger pour qu'ils perdent leur domination. Et dans le texte que nous citons et que vous pourrez consulter sur Jcambout, on montre que leurs propres services d'analyse reconnaissent le caractère déterminant de la domination sur la Guyane avec le centre de Kourou pour le métier de l'impérialisme français. Donc cet aspect-là qui englobe la situation internationale nous fait bien comprendre que ce que nous avons à mener comme combat, c'est un combat frontal. Les pétitions pour dire vous ne respectez pas les lois, elles sont nécessaires pour démasquer le non-respect du droit, mais elles ne suffiront absolument pas. Les procédures judiciaires contre l'État français, contre les crimes, contre la barbarie, elles sont indispensables pour les discréditer, mais ça ne suffira pas non plus à arrêter le bras
du colonialisme français. Donc, on va retourner sur la Martinique après cet éclairage international pour expliquer que ce qui s'est passé dimanche, après une série d'autres événements, a permis quelque chose de fondamental, c'est que la démarcation entre les forces qui sont au service du colonialisme et les forces qui veulent l'émancipation, cette démarcation-là, c'est précisé. Que qui est qui, ça c'est clair aussi. Alors on peut quand même rappeler un certain nombre d'éléments. D'abord, que le mouvement d'émancipation se consolide. D'abord au plan de la libération de cet esclavage mental, de cette aliénation qui pesait sur nous. Et beaucoup de gens de plus en plus sont impliqués dans la lutte. Au-delà des militants qui se sont mobilisés devant les centres commerciaux, qui ont attaqué les symboles colonialistes, qui posent tous ces problèmes et qui sont ciblés par l'actualité, il y a toute une frange très large de la population qui revendique la connaissance de son histoire, qui revendique la discussion. Et ce terrain-là est absolument important et va continuer à s'affirmer parce que les militants, et notamment les plus jeunes d'entre eux, il n'y a pas que des jeunes, sont en train de gagner en expérience. Quand ils se sont lancés dans la lutte, on a eu l'occasion de dire que les questions de formation idéologique, politique, n'étaient pas la préoccupation principale. Ils étaient excessivement intelligents, compétents, formés en matière de technologie, en matière de recherche, etc. Et on le voit à travers les publications qu'ils font, ils révèlent des choses qui étaient cachées. Mais cette déficience en matière idéologique, théorique et politique est en train d'être comblée. Parce qu'avec l'expérience qu'ils accumulent, le fait que justement les camps se démarquent, eh bien, ils auront de plus en plus de soutien dans la population et l'ensemble de la population va participer lui-même, l'ensemble, à cette dynamique d'émancipation. Alors là, je veux faire un point sur la nécessité de continuer à renforcer notre expérience en matière de tactique de lutte. Dans beaucoup de communes, il y a des commissions qui ont été menées, qui ont été établies, instaurées plutôt, pour réfléchir aux questions de mémoire, prendre des décisions en associant tout le monde. C'est un progrès immense. Certains militants continuent à diaboliser tous les élus, toutes les municipalités, en disant que c'est de la démagogie. Ce n'est pas réaliste et c'est contre-productif. Il faut avoir confiance dans notre peuple martiniquais. Il faut arrêter avec l'autodénigrement systématique, la généralisation, le rejet de tout ce qui peut être fait. Il faut admettre que des hommes et des femmes peuvent évoluer, comprendre la situation, se débarrasser de leur aliénation, comprendre qu'il faille associer le reste de la société à la réflexion. Et même si certains auraient des intentions électoralistes, c'est le cadet de notre souci. La réalité, c'est que ces institutions-là permettent une cohésion et des avancées. Quand la municipalité de Pricheur organise un conseil municipal et prend la décision d'enlever le symbole de la colonisation que représentait du parquet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ces effets-là seront suivis par d'autres. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du colonialisme français à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'opinion publique française? Eh bien, c'est qu'ils continuent à découvrir des pans de l'histoire qui avaient été cachés, je parle de la population, et pour le gouvernement, ils réalisent que nous sommes dans une dynamique d'émancipation, mais en tout cas, que ces initiatives-là font que le mouvement va se développer. Il nous faut arrêter, à l'époque on appelait ça le gauchisme, il nous faut arrêter avec ces attitudes
qui paraissent radicales dans le verbe, mais qui contribuent à affaiblir notre cohésion et la nécessité du rassemblement qui est indispensable, du dialogue qui est indispensable pour que nous ayons la force de combattre le pouvoir colonial français. Alors nous avons parlé de démarcation entre ce camp-là qui manifestement se renforce, et puis il y a ceux qui se radicalisent dans le soutien du pouvoir colonial. Comment comprendre que des responsables politiques qui apprennent que des militants veulent faire une action contre la porte du tricentenaire parce qu'elle représente le colonialisme, imaginent une escroquerie intellectuelle qui consiste à dire ces gens-là sont contre Césaire. Alors que parmi ces gens-là, la plupart, c'est des gens qui publient Césaire, qui s'inspirent de Césaire. Ceux qui prennent cette décision-là, ils savent bien que ce n'est pas Césaire qui est visé. Ils savent bien que ce n'est pas le Seigneur Mac ou le Parc Floral qui est visé. Ils savent bien que c'est la porte du tricentenaire qui est visée. Et même s'ils estimaient que c'était une erreur d'analyse, une erreur de désignation de cible, ils ne pouvaient pas s'autoriser à faire des t-shirts en quelques jours, Mathieu, Pamé et Césaire, et appeler à la mobilisation pour s'affronter avec les militants qui viennent poser le problème des symboles colonialistes. Ces t-shirts-là, qui les a financés? Dans quel but? En sachant très bien que l'intention n'était pas de viser Césaire. Bien sûr, il y a la récupération de Césaire, mais c'est dans le but de mobiliser des gens qui ne sont pas informés, ou plutôt qui sont désinformés, pour discréditer des militants qui posent un problème de fond, quitte à avoir du sang coulé. Dans quel but? De conserver des avantages électoralistes. On n'a pas fait de t-shirt pour dire non à la répression coloniale, hein? Non à la barbarie. Hein? On n'a pas fait de t-shirt pour dire les forces françaises militaires n'entreront pas dans le parc Aimé Césaire. Non. Donc ces gens-là savent ce qu'ils font. Et ce ne sont pas les seuls. Il y a toute une couche de gens qui bénéficient du statut colonial par leur place dans la société et puis qui montent au credo pour discréditer. Alors on se déclare essayiste, on se déclare éditorialiste et puis on dit que ah, les jeunes sont des petits bourgeois, les jeunes ceci, cela, ils n'ont pas compris, ah ce sont des noiristes, ah ceci, etc. C'est parce que ces gens-là veulent que le système ne change pas. Nous avons l'habitude de proposer un exercice. Vous voulez savoir qui est pour le peuple martiniquais ou bien qui est pour le maintien du système? Vous regardez la liste de leurs écrits ou de leurs publications, vous comptez combien s'attaquent à des Martiniquais et puis combien s'attaquent et dénoncent le pouvoir colonial français. Combien disent que tel élu a une indemnité trop importante et puis qui ne parle pas des revenus des multinationales, des PDG, des grandes surfaces, etc. On voit qu'il y a alors certains, c'est parce qu'ils sont aliénés, parce qu'ils n'ont rien compris, mais il y en a qui sont des intellectuels diplômés de haut niveau, et quand ils se lancent dans ce genre d'écriture, c'est bien parce qu'ils ont peur que le système ne bouge, et c'est cela qu'il nous faut mettre en évidence. Alors il y en a d'autres qui servent le pouvoir colonial aujourd'hui en relayant ses conceptions en matière d'économie. Alors, vous imaginez qu'après la crise du Covid, avec toutes les informations qui sont données sur les pays qui ont fondé leur économie sur le tourisme, des gens continuent à dire il nous faut relancer le tourisme, il nous faut aider les socio-professionnels. On a compris les socio-professionnels. Qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que le système n'est pas bon et qu'il faut le modifier? Ou bien on a compris que pour qu'ils ne perdent pas leur profit, il faut continuer à leur donner quelques émoluments. Ce ne sont pas les plus pauvres, les plus bas de l'échelle des institutions, pardon, de l'économie, qu'il faut recevoir de l'argent, ils vont couler. On en a prévu 10 000
de disparition d'entreprises. Et puis c'est surtout des gens qui préparent les prochaines élections. Parce qu'il faut être électoraliste jusqu'au bout. Ben, pour conserver l'électorat des couches moyennes, des petits artisans, il faut dire, ouais, on va semer. Donc, on s'est entendu avec les socioprofessionnels. En tout cas, ça fait partie des forces qui sont au service, objectivement ou consciemment, du pouvoir colonial français. Et c'est pour cela qu'il nous faut comprendre que pour être en capacité d'affronter le pouvoir colonial, dont on a vu que c'est une question de vie ou de mort pour eux de nous écraser, pour construire l'alternative, parce que quand on a chassé le pouvoir colonial, il faut construire l'alternative, il faut absolument tenir compte de cet espace international. Et ça m'amène à revenir sur les faits d'actualité de cette semaine. Parce que quand on aura replacé tout ce que nous venons de dire dans le contexte international, on va voir qu'il ne s'agit pas d'improviser, il ne s'agit pas comme disent les Français, de mettre côté sur jambe de bois. Qu'est-ce qu'on remarque dans l'actualité internationale là, cette semaine? On apprend que le glacier du Mont Blanc en Europe menace de s'effondrer. On sait que la canicule a commencé en France. On apprend qu'il y a des inondations et des glissements de terrain en Inde. Ça signifie que tout ce que les scientifiques avaient prévu et les écologistes avaient annoncé est en train de se réaliser. Le réchauffement climatique lié à la politique productiviste, lié à l'irresponsabilité des multinationales, est en train de s'accélérer et que nous aurons de plus en plus de catastrophes et qui vont tuer des centaines et des centaines de personnes. Et nous sommes concernés puisque nous sommes une île avec l'érosion des côtes, avec aggravation des cyclones, etc. Alors, on pourra développer notre pays sans prendre en compte cette affaire-là. La deuxième chose, c'est la crise économique pour les plus faibles. Nous entendons tous dans les médias les annonces faites par les institutions financières. La crise va continuer, on ne va pas en sortir de sitôt. Les réponses qui sont données, c'est des licenciements de milliers de personnes, c'est des délocalisations qui ne disent pas leur nom. Et puis, on va croire que si on ne pose pas la question du système économique avec les lois qui le dirigent, on pourra développer notre pays. Évidemment, il y a de la communication qui se fait. Macron a annoncé, et puis les journalistes avec le gros sourire bien, Macron a annoncé qu'il y aurait une prime pour les aidants. Macron, on va augmenter la prime de rentrée scolaire de 100 €, etc. Ces gens-là sont des gens qui sont formés. Ils savent que ce n'est absolument pas déterminant dans la possibilité de vie des gens. Puisqu'en même temps, on est obligé d'acheter des masques, que si on n'a pas la possibilité, des calculs ont été faits pour une famille de 4 enfants, 200 € par mois, on est au chômage, on est sous-payé. Si on n'a pas possibilité d'acheter des masques, on paie des amendes de 135 €. Comment peut-on croire qu'une prime légèrement augmentée pour la rentrée scolaire va suppléer aux difficultés économiques des travailleurs et des travailleuses? C'est absolument valable. Alors, je profite pour dire que je vais reparler de la question des masques. Parce que nous-mêmes au sein du peuple, nous tombons dans la propagande pour criminaliser les gens qui ne veulent pas porter de masque. Ah, c'est des irresponsables, c'est eux qui vont faire que la pandémie va redémarrer. Non, 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 pas du tout. Ce qui explique l'attitude de ces gens-là, c'est que le gouvernement ment, a menti et mentira, donc on n'a pas confiance dans ce que dit le gouvernement. On a vu le monsieur de l'ARS qui est ici en Martinique, à la télé, sans masque, mais c'est une plaisanterie. Regardez, je n'ai pas de masque, ça ne sert à rien. Et puis le même gouvernement vient me dire, si vous n'étiez pas de masque, 135 € d'amende. Non. Mais on a vu également que concernant les vaccins, ce sont des mensonges. C'est une lutte entre laboratoires qui se mène là.
là où on voit que c'est quelque chose de planifié par le gouvernement pour criminaliser et effrayer, c'est quand on lit que des experts, des chercheurs ont prouvé que ce sont les narcissiques et les psychopathes qui ne veulent pas mettre le masque. Nous mettons défi quiconque de publier cette étude-là. Et puis les journalistes répondent ça, et puis on met ça dans des chaînes. C'est les narcissiques et les psychopathes qui ne veulent pas mettre de masque. Ce n'est pas les gens qui voient que le gouvernement ment, ce n'est pas les gens qui voient qu'ils n'ont pas d'argent, ce n'est pas les gens qui voient qu'ils étouffent et que ça pose un problème psychologique, sinon pathologique, et qu'ils ne peuvent pas supporter, et qu'ils n'ont pas été éduqués par la société à respecter les règles de vie communes. Non, ce n'est pas ça. On juge, on critique, etc. En tout cas, pour finir sur l'affaire de coronavirus, on remarquera que toutes les propositions faites par le gouvernement Macron ne mettent pas en avant la nécessité de lutter contre l'habitat insalubre, d'éduquer les gens aux consignes sanitaires, de restructurer les hôpitaux pour qu'ils soient plus délocalisés, etc. Non, on ne parle pas. Or, c'est la seule, ou du moins la principale direction pour empêcher la propagation du coronavirus. Je ferme la parenthèse sur les masques et la démagogie macronienne. Je parlais des grandes questions internationales qui sont venues nous rappeler les objectifs que nous devons viser. On a parlé du changement climatique, on a parlé des licenciements économiques massifs, la recrudescence du virus annoncée. Maintenant, je veux parler de la question de la dépendance alimentaire, à partir de l'exemple du Liban. Alors, vous avez entendu dire qu'au Liban, il y a une explosion qui a détruit le tiers de la ville, 158 morts, je crois, des milliers de blessés, une économie qui était déjà en difficulté rasée, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient entreposées de façon illégale et irresponsable. Et puis, entre parenthèses, les médias ne parlent pas tellement de l'autre possibilité qui est avancée, à savoir que ce serait un missile israélien qui aurait essayé de viser un dépôt d'armes du Hezbollah, qui serait à l'origine de la première explosion qui a entraîné l'incendie du nitrate d'ammonium et donc la bonne catastrophe. Bon, on y reviendra une autre fois. Mais ce que nous devons tirer comme leçon, c'est que le Liban était déjà en difficulté économique, financière, mais qu'il était dépendant à 87% des importations qui venaient par le porc qui a été détruit pour manger tout simplement, pour se soigner. Et puis, rayer. La dépendance vis-à-vis de l'extérieur, c'est quelque chose d'irresponsable et de mortifère. Nous sommes dans la même situation que le Liban, sinon pire, à savoir dépendance alimentaire totale, dépendance pour tout ce qui est caractère sanitaire majeur. Cette semaine encore, quelqu'un a dû payer un billet pour aller en France pour faire une analyse qu'on ne peut pas faire ici. Bref, nous sommes en situation de dépendance. Alors, si on ne pose pas aujourd'hui la question de la non-dépendance, de l'indépendance, et puis qu'on continue à dire, papa va nous donner, l'Europe va subventionner, après tout ce qu'on connaît là, il faut dire que soit on est définitivement aliéné, ou bien définitivement menteur. Alors, cette quatrième question de la dépendance, quand nous réfléchissons à ce que nous devons faire en tant que militants, nous devons la prendre en compte. Mais il y a une autre question encore plus grave. C'est qu'au niveau international, il n'y a plus de droits. Il n'y a plus de droits de règles commerciales. C'est la mafia des échanges. Quand cette semaine, puisqu'on fait le lien avec l'actualité, Trump annonce, je vais taxer à 37% l'acier du Canada. Il est sorti du traité de libre-échange qui réunissait les pays occidentaux. Il a fait un traité spécial avec le Canada.
Voilà, bravo, on a fait un traité. Et puis il dit, bon voilà, je vais taxer l'AC qui vient du Canada. Le Canada essaie de dire, ne fais pas ça, avant le 15 août, change de position, je vais faire aussi. Mais on voit bien qu'on est dans une situation où il n'y a plus de droit international. Il y a des gens qui détournaient des masques pendant la période du confinement, qui volaient des masques qui avaient été achetés par des pays étrangers. Et puis pour terminer, sur ces questions internationales dont nous devons tenir compte, c'est la question du fascisation, le saccage des libertés publiques. Alors, l'information de cette semaine qui a touché l'actualité, c'est cette histoire du piratage, du hackage de comptes de personnalité. Et on a tenu 3 jeunes, dont un petit de 17 ans, qui était arrivé à faire ce piratage informatique. Donc on voit le caractère fragile des technologies de l'informatique. Mais au-delà des possibilités de hackage, l'information la plus importante, ça a été celle par laquelle Trump annonce qu'il va bloquer Huawei, qu'il va bloquer les comptes Facebook, etc. Alors, au sein même des États-Unis, les opposants de Donald Trump font bloquer ses comptes ou les Twitter de ses partisans, mais au niveau international, les Occidentaux, globalement, sont en train de manipuler l'opinion pour faire accepter l'histoire de la non-concurrence. Et dans l'esprit de l'opinion, l'idée reste qu'effectivement, ouais, mais si les Chinois peuvent espionner les portables, etc., ben vaut mieux que, même si je ne suis pas d'accord avec Trump, vaut mieux qu'on ne leur permette pas de venir. Sauf que toutes les agences de téléphonie, tous les systèmes occidentaux font strictement la même chose. Ce qu'ils reprochent aux Chinois, c'est ce qu'ils font. Que nous sommes piégés, le portable, la carte bancaire, etc. Donc ce qu'ils veulent, c'est le monopole du fascisme. Et si la clientèle a le choix entre une technologie chinoise où il peut faire passer des informations qui ne peuvent pas être censurées par les Occidentaux, ben il aura une liberté supplémentaire. Que les Chinois espionnent, c'est certainement une réalité. Ils le font comme tous les autres. Mais pour l'usager, le choix entre être soumis uniquement aux technologies occidentales, d'une part, et de l'autre côté, être soumis à plusieurs possibilités de gens qui ne contrôlent pas communément les mêmes technologies, c'est plutôt rassurant et il faut en tenir compte. Alors, je vais passer très rapidement sur 2 informations pour montrer la question du contrôle par les médias. On nous annonce que Ouattara, en Côte d'Ivoire, va briguer un 3e mandat. Je vous invite à aller voir toutes les informations sur les espaces occidentaux qui parlent de cela. Est-ce le mandat de trop? Ah, il a été obligé. Il y a des gens qui... Mais à aucun moment on a dit Ouattara veut être président à vie. Nous interdisons à Ouattara de se représenter une 3e fois, sinon nous prenons des sanctions contre ce pays. Et c'est ce qu'il disait quand il s'agissait de Chavez ou d'autres. Ce qui veut dire que la même situation est diabolisée quand il s'agit des ennemis de l'Occident et passée sous silence quand il s'agit des amis de l'Occident. On a annoncé également que l'ancien président colombien Uribe, d'extrême droite, qui a organisé des escadrons de la mort, qui est lié à la mafia, que finalement la Cour suprême l'a mis en résidence surveillée pour corruption et fraude procédurale et pression sur témoins, etc. Combien de temps a-t-on consacré à cette information-là sur les médias occidentaux? Qui a dit, dans les médias occidentaux, nous étions alliés
de ce monsieur-là, et c'est lui qui était notre principal allié. Son successeur a pris le relais pour combattre le Venezuela. Qui a dit, en même temps, on a condamné, enfin on a mis en résidence surveillée le bonhomme Uribe, mais cette semaine-là, est-ce que vous avez entendu un seul endroit qu'un tribunal suprême au Brésil a déclaré avec certitude, ce n'est pas la première fois, que les manœuvres qui avaient été faites pour empêcher à Lula de se présenter au présidentiel n'étaient pas fondées, que c'était une manœuvre. Pas un n'a dit ça. Mais tous les journalistes disaient Lula, il est corrompu, le PT, etc. Donc, je ne reste pas plus longtemps sur la question de la manipulation pour l'information. Pour en arriver à la conclusion, tiens, quand même, il faut que je parle de Juan Carlos, le roi d'Espagne. Il y a un seul journal où j'ai vu, il est en fuite. Mais en général, il est parti. Il est allé s'installer, peut-être qu'il est en Arabie, etc. Pourquoi? Parce qu'il est poursuivi pour une série de procès de détournement de fonds qui sont avérés, puisque même son fils a refusé l'héritage. On apprend que Juan Carlos a eu des pots de vin, c'est un corrompu. Mais on apprend qu'en tant que roi d'Espagne, il avait l'immunité absolue. Ça veut dire que chez les grands, tout est grand. Maintenant qu'il n'a plus l'immunité en tant que roi, puisqu'il a abdiqué, il parle. Si c'était un jeune qui avait détourné de l'argent, et puis qui n'a pas d'immunité, puis qui dit « je pars en Arabie Saoudite », on n'aurait pas pris l'arrêté d'interdiction, arrêté là, on n'aurait pas mis en résidence surveillée. Donc, c'est n'importe quoi, c'est la mafia. Et j'en arrive donc à la conclusion pour dire que nous sommes dans un monde de barbarie. C'est vrai que notre ennemi principal, c'est le colonialisme français, qu'il nous faut nous attendre à ce qu'il passe à l'offensive, parce qu'il ne veut pas accepter notre émancipation, qui de toute façon se fera. Mais en surcroît, de plus, nous sommes dans un monde où les classes dominantes, les pays impérialistes, sont carrément entrés dans la barbarie et dans les pratiques mafieuses. Il faut en tenir compte pour savoir qu'est-ce qu'on revendique, comment on s'organise pour revendiquer, comment on se constitue en force assez puissante, assez rassemblée pour résister à ces attaques, pour organiser notre propre offensive. Vous comprenez bien que ce n'est pas ici qu'on va en discuter, mais il faut s'attendre à ce que nous sommes il faut comprendre que nous sommes dans un affrontement frontal et que d'une part, il y a la barbarie, pas ni loi, c'est sans foi ni loi, et puis il y a ceux qui veulent construire une humanité différente. Aujourd'hui, nous sommes le 9 août. On se rappelle ce qui s'est passé le 9 août. On se rappelle ce qui s'est passé le 6 août. Le 6 août et le 9 août, ce sont les explosions des bombes nucléaires, les premières bombes nucléaires de l'histoire, Hiroshima et Nagasaki. Des centaines de milliers de morts. Des centaines de milliers de personnes malades, dont les enfants, ça fait 75 ans, dont les enfants jusqu'à présent subissent les séquelles. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les États-Unis ont décidé sciemment de lâcher les deux bombes, alors que des accords étaient en train d'être réalisés pour mettre fin à la guerre avec le Japon. Mais que l'administration américaine a dit qu'il faut à tout prix qu'on lâche les bombes pour les étudier, pour voir leurs effets sur les populations, sur les villes. Et après celle du 6 août, devant l'ampleur de la catastrophe, du drame humain qui s'est fait, ils auraient pu dire, oui, c'est ça, on arrête. Ils ont récidivé le 9 août. Ces attentats-là cristallisent notre horreur, etc. Mais c'est ils a fait pour eux. Puisque pour que l'impérialisme se construise,
La puissance coloniale s'est faite sur quoi? Sur des centaines de millions de personnes arrachées à leur pays, rendues en esclavage, torturées, sur le massacre de dizaines de millions d'Amérindiens, sur l'exploitation d'enfants de 6 ans dans les mines en Europe, sur des barbaries pour se partager le monde. Hitler voulait que l'Allemagne reprenne sa partie, place dans le grand partage. Mais les autres guerres, ça a été la même chose. Les crimes de Napoléon. Ils n'hésiteront pas à aller au pire. Parce qu'ils sont conscients que les populations se réveillent sur tous les continents, que les gens veulent autre chose, un autre système plus juste, plus équitable. Il faut qu'on comprenne la dimension. Notre petite lutte en Martinique se place dans ce contexte-là. Si nous voulons la gagner, il faut que nos objectifs prennent en compte cette dimension globale. Ils luttent pour la barbarie, nous devons lutter pour l'humanité. Lutter pour l'humanité, c'est la tolérance, c'est le respect, c'est la compréhension de l'autre, c'est de ne pas croire que je sais ce qu'il faut faire, les autres sont des chrétiens, les autres sont des caves, etc. C'est ne pas croire que l'être est fondamentalement mauvais. La question du jugement moral, c'est bien, c'est mal, M. Saint-Célérat, est directement portée par les civilisations occidentales judéo-chrétiennes qui ont masqué les questions de fond, les rapports sociaux, les luttes de classe, pour faire croire que c'est le bien et le mal qui s'affrontent, qui font croire qu'une personne est possédée par le diable ou par la méchanceté, et puis l'autre est possédé par le bien et la gentillesse. Non, nous devons retourner à la science, à la compréhension des phénomènes. La jeune mère et son conjoint qui tue un bébé de 2 ans et demi, qui pratique des actions, c'est des malades mentaux. Alors il y a des gens qui diront, ah, vous les excusez. Non, vous avez un jugement moral, mais ces gens-là, s'ils se droguent, je ne sais pas. S'ils sont malades mentaux, c'est une possibilité. Qu'est-ce qui explique que notre monde est tellement débiellé? Qu'il y a tant d'atrocités entre jeunes, qu'un jeune puisse abattre un autre adilon sans penser aux conséquences pour lui-même et pour les autres. C'est un système qui déshumanise massivement, qui prive d'éducation, qui détruit le tissu social, les relations humaines. Donc si nous voulons lutter contre la barbarie que nous avons mentionnée, nous devons la remplacer par la compréhension, par le traitement des malades mentaux préventifs. Alors bien sûr, il y a des dispositions à prendre pour neutraliser ceux qui mettent en danger la société, mais on ne peut le faire que si la société permet aux uns et aux autres d'accéder au savoir, j'allais dire au bonheur, à l'amour. Ce n'est pas le cas. Je termine en disant que nous avons une lutte sans concession à mener contre le pouvoir colonial français, contre l'impérialisme et toutes ces manifestations, racisme, violence policière, exploitation économique. Mais que cette lutte n'a pas de sens si nous ne construisons pas dans le même temps l'alternative qui permettrait aux uns et aux autres de vivre en harmonie. Merci pour votre attention pour cette présentation. Alors, je rappelle que dans la deuxième partie de notre émission, vous aurez la possibilité de réagir, de poser des questions, de discuter également les affirmations que j'aurais pu porter en téléphonant au 0596 03 14 03.